Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Un élève sur 3 dans le monde est victime de violences sexistes et sexuelles. Une statistique alarmante et qui touche un spectre malheureusement large de stigmatisation. Des stigmatisations qui souvent entravent l'accès à l'éducation. On en parlera dès le début de cette émission avec nos invités. L'orientation n'est pas forcément facile pour les jeunes et même s'il est possible d'inscrire ses premiers vœux sur Parcoursup depuis maintenant une semaine, et bien pour certains, choisir son futur est encore un casse-tête. On vous parle de l'entreprise MyFuture qui aide les jeunes à s'orienter. C'est dans la seconde partie de cette émission. Comme chaque vendredi, c'est l'agenda de la semaine. On va retrouver Guillaume Buan pour l'agenda aussi du week-end. Au menu cette semaine, le festival d'Angoulême, la Préhistomania et les dinosaures. Guillaume, qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Guillaume, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à tous. La décision a été très attendue. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur le projet de la loi immigration. Les 9 sages ont décidé de censurer totalement ou partiellement, en tout cas, 35 articles sur 86. France Université se satisfait de cette décision. Ses présidentes, ses présidents réaffirment leur ambition de faire de la France le premier pays d'accueil de l'Union européenne pour les étudiants internationaux et sauront être force de proposition pour la concrétiser. Voilà ce qu'a lancé dans un communiqué le regroupement des dirigeants d'université. La mesure allongeant la durée de résidence exigée pour que des non-européens en situation régulière puissent bénéficier de certaines prestations sociales a été totalement censurée. Le législateur voulait notamment la conditionner à une durée de résidence allant jusqu'à 5 ans. De même également pour la mesure instaurant une caution de retour. Nous en avons parlé ici pour les étudiants étrangers. Elle a été retoquée. Les étudiants concernés auraient dû déposer une certaine somme sur un compte en banque bloqué afin de couvrir d'éventuels frais d'éloignement. Les présidents des facs, d'ailleurs, s'étaient largement montrés contre cette mesure. Certains évoquaient une mesure bidule, inefficace et sans intérêt. Par ailleurs, la majoration des droits d'inscription et le contrôle des caractères réels et sérieux des études des étrangers ont également été censurés. Enfin, les étudiants étrangers risquaient d'être soumis à un quota pour s'installer en France après leurs études, là aussi inconstitutionnel selon les sages. La première dame, Brigitte Macron, était l'invitée ce matin de nos confrères de RTL à l'occasion d'évoquer les récentes enquêtes sur le niveau des élèves. Et là aussi, on en a parlé ici, notamment le sondage OpinionWay paru pour la Tribune dimanche. C'était le 7 janvier dernier. Ils se sont penchés, rappelez-vous, sur les connaissances historiques de la génération des Français nés entre 1999 et 2007. La moitié des 16-24 ans ne connaissent pas la date de la Révolution française. Rappelons que c'est 1789. Seulement 40% peuvent dater la chute du mur de Berlin en 1989. Écoutez justement la vision de Brigitte Macron. Il faut, à mon sens, que leur tête soit bien faite, bien pleine un petit peu aussi. Mais c'est-à-dire qu'il faut organiser un enseignement, à mon avis, très cohérent. Ils vont tous me traiter de rétro, mais il faut rétablir une certaine chronologie. Par exemple, c'est très bien quand vous étudiez le 17e, d'étudier à la fois la littérature, l'histoire, etc. Je pense qu'il faut les aider en cela. À un moment donné, nous, en première au bac, on avait une partie de programme imposé et une partie de programme libre. Et si on imaginait que tous les enfants d'une classe d'âge, les adolescents d'une classe d'âge, on s'assurait qu'ils aient lu telle œuvre ou tel texte de Racine, et ça peut changer tous les ans, tel philosophe, ça aiderait. C'est pas le professeur qui aurait choisi le texte, c'est le programme. La question du numérique, il en a également été question ce matin. La première dame a évoqué cette question et rien ne vaut le papier stylo. Il ne faut pas non plus développer une psychose face aux écrans. Donc il ne s'agit pas de leur dire « faites pas ci, faites pas ça », parce que ça c'est clair qu'ils vont le faire. Hein, on a tous été ados, mais nous, quand nous étions adolescents, nous n'avions pas tout ce qu'eux ont à gérer. Regardez les images qu'ils reçoivent, regardez les fake news qu'ils ont à traîner, regardez leur quotidien. Rien ne remplacera l'objet livre. Il y a besoin de l'objet livre. C'est tellement important. Qu'est-ce que c'est qu'un livre ? C'est d'abord un plaisir sensuel. Donc c'est le livre en lui-même, les pages, l'écriture. Vous avancez, vous allez dans le livre. C'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas faire avec un écran, c'est pas la même manière. On apprend beaucoup mieux avec un livre, on apprend beaucoup aussi très bien avec un crayon. On retient mieux, on fixe beaucoup mieux quand on lit sur un livre que sur un écran. Brigitte Macron, qui était donc l'invitée de RTL ce matin, notez que lors de la conférence de presse de début d'année d'Emmanuel Macron, il a annoncé réunir un groupe d'experts sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans et les premiers résultats sont d'ailleurs attendus fin mars.
Passons à présent à cette enquête sur l'usage de substances psychoactives chez les collégiens et les lycéens. Et les résultats sont encourageants. Réalisé par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, les adolescents consomment de moins en moins de tabac, d'alcool et de cannabis. Plus de 9500 collégiens et lycéens ont notamment participé à cette enquête. Tous les niveaux d'usage de substances étaient d'ailleurs en baisse en 2022 par rapport à 2018, même si les initiations continuent d'avoir lieu majoritairement à l'âge de l'adolescence. En 2022, 43,4% des collégiens déclaraient avoir expérimenté l'alcool. Ils étaient 60% il y a 4 ans, 11,4% avoir expérimenté la cigarette, là aussi 21% en 2018 et 5,3% avoir testé le cannabis. C'était 6,7% 4 ans plus tôt. Parmi les lycéens, on observe également une baisse sensible du niveau de consommation de l'alcool. L'expérimentation est passée de 85% à quand même 68,3% et l'usage dans le mois est de 62% contre 49,3%. On note que la consommation régulière a été divisée par 3. Enfin, chez les lycéens, l'expérimentation du tabac a chuté, le cannabis également, 22,5% déclarés en avoir consommé en 2022 contre 33,1% en 2018. Autre sujet, les filles sont-elles moins fortes en maths? C'est en tout cas la conclusion de l'Institut des politiques publiques. À l'entrée du CP, les filles ont le même niveau de mathématiques que les garçons, mais elles décrochent en moyenne dès le milieu de l'année. Un décrochage amplifié et confirmé à l'entrée en CE1. L'étude remarque également que pour le français, les filles ont un avantage marqué dès le début qu'elles vont conserver un peu moins en CE1. Les équipes ont travaillé à partir des évaluations nationales, des tests de français, de mathématiques administrés à tous les écoliers à l'entrée en primaire, puis en milieu d'année et enfin à l'entrée au CE1. 2 500 000 élèves ont notamment participé à ces tests sur la période 2018, de la création des évaluations et jusqu'en 2022. Alors l'étude met aussi en lumière le rôle potentiel des stéréotypes de genre et n'est pas attribué aux facteurs biologiques ou encore génétiques. Quand il s'agit de se représenter quelqu'un de très intelligent, les élèves pensent plutôt à un homme, c'est ce que soulignent les chercheurs. L'une des autres explications pourrait être aussi les jeux genrés, comme le football, les billes où les garçons sont amenés à compter un peu plus tôt. Rappelons qu'en 2021, seulement un tiers des diplômés dans le domaine des sciences, de la technologie ou encore de l'ingénierie et des mathématiques étaient des femmes. Merci Guillaume. Un élève sur 3 dans le monde serait donc victime de violences de genre. Un nouveau baromètre alarmant cette semaine et qui s'ajoute à celui du sexisme publié lundi. En quoi consistent les violences de genre et comment lutter contre ce fléau qui a aussi pour conséquence d'entraver l'éducation? On en parle avec nos invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Diane Richard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de l'ONG Plan International France, ainsi que Ariane Duménil. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice de Pépites Sexistes. Alors, le triste constat est pourtant bien clair. Un élève sur 3 dans le monde est victime de violences sexistes et sexuelles. On appelle ça aussi des violences de genre. Comment on pourrait le définir précisément? Peut-être l'une d'entre deux qui répond à cette question. C'est Diane. Oui, alors les violences de genre ou violences sexistes et sexuelles, ce sont des violences qui peuvent être de différentes natures. Elles peuvent être sexuelles, physiques, psychologiques ou autres, qui sont perpétrées en raison du genre de la personne. Donc parce qu'il s'agit d'une fille, par exemple, ou d'une femme qui va être discriminée particulièrement en raison de son identité de genre. Ça existe depuis la nuit des temps. Selon vous, cette situation, c'est un phénomène davantage nouveau? Je pense qu'on va être tous d'accord pour dire que ça existe depuis très très longtemps ou depuis toujours. On sait très bien que depuis toujours dans l'histoire, les femmes ont été discriminées, violentées. La différence là, ces derniers temps, surtout au XXe siècle et ces dernières années aussi depuis MeToo, on en parle de plus en plus. On a beaucoup parlé de libération de la parole au moment de MeToo. J'aime pas trop ce terme parce que la parole, elle a toujours existé, mais c'est plutôt une libération de l'écoute. Je dirais, on a de plus en plus écouté les femmes et donc maintenant le phénomène est de plus en plus connu, ce qui est une bonne chose. La parole quand même, vous avez raison, parce que finalement, les femmes n'osaient pas trop le dire à l'époque, non? Il y en a beaucoup qui osaient. Moi, je suis d'accord sur la libération de l'écoute des femmes. Il y en a qui osaient, mais en fait, plus on les entend dans les médias, en famille et tout, plus d'autres prennent la parole aussi. Donc c'est un peu cet effet boule de neige qui est intéressant. Et puis effectivement, c'est des sujets dont on parle de plus en plus, donc ils sont de plus en plus mis en avant. Donc, et c'est bien. Et chacun peut après s'exprimer et dire « moi aussi, je l'ai vécu ». Je posais la question du temps, finalement, si c'était valable pour nos grands-mères.
grand-mères, nos mamans ou aujourd'hui? C'est vrai qu'on a la réponse assez facilement, mais suite à de nombreux drames qui sont plutôt récents pour le coup, vous avez décidé avec Plan International de lancer une étude sur ces violences sexistes et sexuelles, notamment à l'école. Alors c'est à l'école dans un spectre large, c'est-à-dire dans les études en France, puisque ça concerne les filles de 13 à 25 ans. Oui, alors sachant que du coup les filles majeures, on leur a demandé leurs souvenirs en fait, de parler de leur dernier établissement. Justement, on n'a pas voulu parler des violences dans l'enseignement supérieur parce que ça c'est un sujet qui est déjà beaucoup plus, dont on parle déjà beaucoup plus, donc on a voulu vraiment se concentrer sur le collège et le lycée. Ah oui, donc les chiffres sont vraiment édifiants. Alors écoutez bien, 53% des femmes disent avoir été victimes de sexisme. Donc ça veut dire qu'il y a un choix en fonction du genre, soyons clairs. Donc garçon, fille, voilà. 25% d'agressions sexuelles, 25% d'harcèlement sexuel et 12% de viol. Vous me confirmez bien que donc, cette étude a été faite sur des filles, donc jeunes filles et jeunes femmes entre 13 et 25 ans, qui donc soit l'ont vécu au sein de l'école, donc le racontent précisément parce qu'elles le vivent, elles sont encore dans le milieu scolaire, soit parce qu'elles racontent ce qu'elles ont vécu effectivement avant la terminale. C'est ça. Si je compte bien 12% de viol, ça veut dire environ 100 000 jeunes femmes qui ont été victimes de viol dans le cadre scolaire. C'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est terrifiant, et ça se rapporte aux autres chiffres. En fait, il y a une femme sur 3 qui va subir ou qui subira, qui a subi ou qui subira un viol, des violences sexistes et sexuelles dans sa vie, enfin sexuelles en l'occurrence. Donc c'est malheureusement pas si étonnant de voir ça aussi dans l'école. Et c'est ça qui est fou, c'est à la fois libérer la parole, à libérer l'écoute, comme vous le dites, et en même temps d'arriver à ce constat en se disant, mais attendez, c'est une réalité, voilà, ça fait partie des chiffres, et c'est presque comme si, malgré le fait qu'il y ait eu hashtag MeToo, qu'il y ait eu en fait une libération de cette parole, on est toujours dans cette idée, bah ouais, c'est là, mais bon, disons qu'on essaie de faire des choses, mais pas tant que ça. On s'est un peu arrêté au constat, effectivement, au constat et aux grands mots. C'est pour la deuxième fois la grande cause du quinquennat quand même, mais il y a très peu de choses qui se passent au niveau des résultats et au niveau des efforts et des volontés politiques, par exemple. Oui, alors, pardon, mais les chiffres, c'est toujours un peu laborieux, mais enfin, ils sont tellement éloquents que forcément, j'aimerais continuer. Les auteurs de ces viols sont des jeunes du même âge ou plus âgés, à hauteur de 92%. C'est pas le vieux Grigou dont on imaginait encore. Grigou, je suis sympathique pour le nom, parce que j'ai d'autres idées en tête, comme type d'insulte, qu'on retrouve à côté. C'est vraiment le camarade de classe ou celui qui était à la classe au-dessus. Oui, c'est en majorité des jeunes. Moi, je trouve quand même que presque 10% d'adultes, je trouve ça beaucoup, en fait. Enfin, même si le chiffre en soi n'est pas très élevé, en fait, l'école, c'est un lieu où on est censé être en sécurité, où il y a une relation de confiance, normalement, qui doit se construire avec le personnel éducatif. Et ça veut bien dire que... finalement, c'est compliqué on sait que les rapports de pouvoir, en fait, et la hiérarchie qui est très présente dans l'école favorisent les violences. Et donc, pour cette raison-là, l'école devrait être un lieu où on devrait faire particulièrement attention à prévenir les violences. Et on voit d'ailleurs avec les autres chiffres que les jeunes n'osent pas forcément aller parler ensuite à leurs profs ou au personnel enseignant des violences vécues. Et c'est à mettre en lien avec ça, parce que s'il y a des violences qui peuvent se produire aussi de la part de la hiérarchie, ça ne favorise pas un milieu de confiance. Quand vous parlez de hiérarchie, ça me fait penser aux 2 surveillants qui ont été condamnés pour viol. Je crois que c'était en Moselle. Qu'en est-il réellement? C'est-à-dire qu'il y avait déjà suspicion de mauvais agissement ou de mauvais traitement? Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Vous savez ou pas? On n'a pas forcément les informations, enfin, en tout cas moi j'ai pas forcément les informations dessus, mais ce qui est probant dans d'autres affaires aussi, c'est que parfois c'est caché en fait par l'établissement, on veut pas faire de scandale, au niveau des parents, donc on va parfois déplacer les professeurs ou les surveillants qui ont posé des problèmes et dont on a les preuves qu'ils ont posé des problèmes. Donc il y a aussi vraiment cet effort à faire de la suite qu'on donne à toutes ces histoires. Il a été mis en examen, pardon. C'est aussi un premier pas, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on dit cette violence de genre, cette violence en fonction, effectivement, et c'est pour ça que l'étude est faite auprès des jeunes filles, souvent auprès des jeunes filles, eh bien, elle démarre par là. Ça démarre par des mots, par des faits, et on arrive malheureusement aussi aux agressions les pires. Exactement, en fait, ça part du sexisme ordinaire, ça peut partir que sur des mots, sur des petites blagues et tout, mais cette violence et ce sexisme, c'est la racine de ces drames qui peuvent avoir ensuite, et dont on entend parler en France aussi. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le continuum des violences. Il n'y a pas une différence de nature, mais de degré entre des choses comme les blagues sexistes. Ça peut partir de rien
quand elles sont banalisées, quand c'est normal de faire des petites bagounettes, des petites insultes qui n'ont pas l'air méchantes en fait comme ça va décomplexer le sexisme et la parole sexiste, et ça va faciliter ensuite des moqueries, des comportements vraiment insultants, des violences physiques ensuite, et puis des agressions sexuelles, et ça va jusqu'au féminicide ensuite, qui est la violence extrême qui malheureusement ne diminue pas encore dans la société. On confond souvent d'ailleurs harcèlement scolaire et violence en milieu scolaire. Pourtant, c'est intimement lié finalement. Oui, le harcèlement est une violence. Nous, la différence qu'on fait, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire ce sondage, c'est que le harcèlement n'a pas forcément une composante de genre. Le harcèlement peut se produire en raison il peut y avoir plein d'autres raisons, que ce soit l'apparence physique, l'origine ethnique ou de classe, ou l'orientation sexuelle. Et en fait, il ne faudrait pas qu'on oublie de prendre en compte ce qui s'adresse spécifiquement en fonction du genre de la personne. Et donc, par cette étude, on voulait aussi rappeler que il ne faut pas oublier ça dans les plans interministériels et autres choses comme ça qu'on va mettre en place. Est-ce que ça fait partie aussi de ce qui est instauré, on le disait, depuis des générations et qui continue finalement de perdurer, le patriarcat et ces discours toujours où, et on l'a vu malheureusement avec les récentes polémiques autour du collège Stanislas par exemple, où il y a des cours d'ateliers de cuisine pour les filles toujours et puis de foot pour les garçons. Oui, c'est quelque chose de très ancré, ces stéréotypes. On a pris l'habitude, on nous dit souvent, mais on a toujours fait comme ça. Donc il y a parfois des levées de boucliers quand on veut changer les choses et déconstruire ces stéréotypes. Mais c'est hyper important puisque, comme on le disait, ça fait partie du continuum, c'est les racines des violences qui peuvent avoir lieu plus tard. Donc c'est très important de s'en rendre compte. Plus on en parle et plus on s'en rend compte, plus il y a une levée de bouclier aussi. Il ne faut pas se leurrer. Plus on prend la parole pour dire que simplement les femmes et les hommes et les petites filles et les petits garçons doivent être traités de la même façon, plus on a des réseaux masculinistes même qui prennent la parole. Il y a une énorme levée de bouclier contre le féminisme et les femmes en général depuis MeToo, mais en fait depuis qu'on parle plus et qu'on nous laisse prendre la parole et qu'on est visible. Donc ça aussi, c'est un gros point sur lequel il faut faire très attention. Peut-être pour libérer de parole-là, il faudrait faire aussi le distinguo entre justement cette idée de féminisme qui serait mal vue par certains parce qu'elle serait violente dans sa forme et non pas dans son fond, et tout simplement l'équité. Peut-être que pour que ce soit plus entendable pour ces chers hommes qui ne le comprennent pas encore, est-ce qu'à l'école, vous arrivez à avoir cette voix qui porte suffisamment ? Oui, non, mais en général, contre les levées de boucliers, on a toutes les argumentations possibles et inimaginables. Après, nous, on n'est pas là pour prendre des pincettes non plus. On vient armé avec des chiffres, avec des arguments, avec des humains aussi derrière. Donc, on continuera à parler haut et fort et avec toutes les méthodes possibles qui sont propres mais pas que au féminisme, à n'importe quel militantisme. Et ça aussi, c'est un stéréotype en fait de dire que les féministes sont hystériques, en colère, prennent la parole, crient, etc. C'est un stéréotype à déconstruire aussi. Donc. Voilà, beaucoup de stéréotypes à déconstruire. Et ces violences sexistes et sexuelles dont on parle, ça s'appelle les VSS, c'est l'acronyme qui est forcément est dédié. On les appelle aussi violences de genre. Elles sont en plus un obstacle évidemment à l'éducation, c'est-à-dire qu'à l'apprentissage de manière claire pour nos élèves. Expliquez-nous. Hélène Richard. Dans notre sondage, on voit que presque la moitié des filles ont déclaré avoir déjà eu peur de subir des violences à l'école ou du cyberharcèlement en lien avec l'école, ou ont même adopté des stratégies d'évitement, que ce soit éviter les réseaux sociaux, où on a même, ça c'est extrêmement inquiétant comme chiffre, 5% qui ont déclaré avoir déjà raté l'école par peur des violences. Donc là, on voit que ça a un impact très très concret sur la scolarisation, notamment des filles. Déjà, on sait que partout dans le monde, les filles ont plus de difficultés à accéder à l'éducation que les garçons. Mais donc là, ça va renforcer encore les inégalités, puisque les filles vont... ça peut aller de troubles de l'attention à l'école, on va avoir peur, être stressé en permanence, du mal à se concentrer, avoir des mauvaises notes du coup, voire carrément rater l'école. Et donc, ça peut mener à la déscolarisation des filles. Déscolarisation ou alors un choix aussi qui est dédié, par exemple, on le voit très bien, et de nombreuses études l'ont prouvé, que beaucoup de filles ne sont pas allées vers les études scientifiques parce qu'il était établi depuis toujours que bien, c'était les garçons qui devaient faire les études scientifiques et les filles se consacraient soi-disant aux études littéraires. Pourquoi pas, si c'est un choix. Tant que c'est un choix. Tant que c'est un choix, c'est toujours la problématique. Tant que c'est un choix, vraiment, nous, c'est ce qu'on prône et c'est vraiment laisser faire les enfants et laisser leur
pouvoir faire leur choix. Et effectivement, ce stéréotype de les filles sont nulles en maths et les garçons sont dans les milieux scientifiques, il a un vrai impact. Il y a vraiment très peu de femmes dans le monde du numérique et dans le monde des sciences actuellement, et c'est problématique. Ça perpétue aussi ailleurs les stéréotypes. Et puis, c'est des milieux aussi très masculins. Donc, au-delà de ce stéréotype de les filles sont nulles en maths, elles sont plus littéraires, etc., il y a des femmes aussi et des petites filles qui ne veulent pas aller dans des milieux qui sont à 90%, 95% masculins et dans lesquels il y a énormément de sexisme aussi. Oui, parce que se confier sur ces problématiques, c'est compliqué. On est ici, on en parle, nous, parce que forcément, on est un peu engagé, ou comme moi, journaliste, je m'intéresse, je suis curieuse. Mais c'est vrai que quand on est, notamment dans le milieu scolaire, quand on est face et quand on est victime, victime de violences de genre, de violences sexistes ou sexuelles, encore une fois, de viols, je rappelle le chiffre, 12% de viols, c'est près de 100 000 jeunes filles. À qui se confier? Et votre enquête est assez édifiante. Les jeunes filles, a priori, se confient quand même à leurs parents, mais presque pas 50%, c'est ça? Ce qu'on voit dans l'étude, c'est que à peu près un peu plus des 2/3 des jeunes vont parler des violences. Ce qui est en soi déjà plutôt une bonne nouvelle, même si on n'est pas encore à 100%. Oui, mais en parler de quelle manière? C'est ça. À qui est-ce qu'elles vont en parler? Même si ce sont des violences qui se produisent à l'école, on voit que la majorité en parle à leurs proches, donc à leur famille ou à leurs amis. Et en fait, c'est une petite minorité qui va se confier à l'école. Dans le cas des violences sexistes et sexuelles, c'est seulement 18% qui va parler au personnel éducatif, alors même que ce sont des violences qui se produisent à l'école et donc qui devraient être gérées par l'école. Et donc ça montre bien que l'accompagnement sur ces violences par les établissements, il n'est pas encore à la hauteur. Et ça, en fait, c'est à mettre en lien aussi avec les chiffres qu'on a sur les séances de prévention, par exemple, puisqu'on a 64% qui ont déclaré ne jamais avoir eu de séance de prévention sur ça. Et ces séances, l'un des objectifs, c'est aussi de dire aux jeunes que c'est pas tabou, à qui est-ce qu'elles peuvent aller en parler, et d'instaurer un climat de confiance qui, du coup, malheureusement, est absent. Sauf que lorsque l'on voit évidemment ces chiffres-là, on se demande si réellement, lorsqu'on a 13 ans, on a envie de se confier à l'AVS du collège, qui était en l'occurrence un homme. Alors, il serait peut-être très sympathique, mais enfin, on ne sait pas si vraiment il a été confronté à cette situation et qu'il sait répondre surtout. Le problème de la formation est très important. Il faut former le personnel à recueillir la parole des victimes parce qu'elles sont très nombreuses dans le milieu éducatif. Donc, c'est une des priorités, c'est de former le personnel à recevoir cette parole. Et puis, aux élèves, effectivement, tu le disais, d'être eux aussi sensibilisés par l'école pour pouvoir oser prendre cette parole parce que c'est un sujet qui est encore tabou aujourd'hui. Oui, c'est ça, le problème des violences sexistes. Peut-être aussi, il faut comprendre mieux par des exemples forts. Ce sont quoi les phrases que l'on retrouve toujours et qui sont redites en milieu scolaire, Diane Richard? Par exemple, à l'encontre d'une jeune fille, une violence sexiste. Ça peut être plein de choses. Il va y avoir énormément de stéréotypes sur la force physique, par exemple, les jeux auxquels peuvent jouer les filles, le foot c'est pour les garçons. Et quand on regarde, par exemple, la répartition dans la cour de récré, c'est très intéressant de voir que généralement, c'est les garçons qui vont occuper le centre de la cour pour jouer au foot ou courir, qui vont être beaucoup plus actifs, et les filles qui vont être reléguées à l'extérieur. Donc ça va être énormément de moqueries, d'infantilisation, d'humiliation, ou des choses qui sont présentées comme des jeux, mais qui sont en fait des violences, parce que souvent les filles ne sont pas consentantes pour ces jeux, et c'est le consentement en fait qui est au cœur aussi de tout ça. Et c'est pour ça que les cours, notamment d'éducation à la vie affective et sexuelle, sont tellement importants, parce qu'on doit expliquer aux jeunes filles et aux jeunes garçons que sans consentement, et c'est pas forcément sexuel, sur des jeux, sur juste de toucher une personne, si c'est pas consenti, c'est une violence. Oui, mais là, quand on parlait de se confier à quelqu'un, en majorité donc aux parents, à 45%, 18%, vous le disiez, à l'administration, donc on peut comprendre qu'il y a un problème de formation, ou en tout cas de difficulté à se confier, mais je vois le chiffre à leurs amis, 35%. Ça veut dire que quand même, il y a quelque chose de très solitaire, en fait, dans cette situation-là. On est dans un processus d'évitement aussi. Évitement à parler et évitement scolaire. Oui, mais parce qu'en fait, le ou la coupable, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans ce cercle d'amis-là. Donc c'est très difficile. L'école, quand on a 13 ans, c'est l'entièreté de nos journées. C'est quasiment toute notre vie. Donc si la personne qui nous a agressés, en l'occurrence, fait partie d'un groupe d'amis, fait partie d'un groupe de profs, et confrontée tous les jours à la vision en fait, de cette personne, c'est super difficile de se confier, même à ses propres amis, en fait.
et parce que ses amis aussi ne sont pas forcément sensibilisés. Si entre eux, les enfants aussi étaient sensibilisés, ça serait aussi plus facile de... Avec Pépites Sexistes, justement, vous sensibilisez les gens à cette problématique de genre, notamment dans le marketing et la pub. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Ça veut dire les corps toujours parfaits de mannequins sublimes, les filles blondes et avec les yeux clairs, c'est quoi? Exactement, et c'est ce qu'on voit partout, dans le métro, dans la rue, quand on se balade, même en allumant sa télé ou sur les réseaux sociaux. Nous, ce qu'on dénonce, c'est le sexisme et les stéréotypes dans le marketing et principalement dans la pub. Et c'est un peu toujours les mêmes choses qu'on va retrouver. Donc énormément de stéréotypes pour les petites filles à base de licornes, paillettes et roses, des petits garçons qui jouent au foot et qui ont que des choses bleues et des dinosaures. Et puis pour les femmes, ça va être énormément d'hypersexualisation, des femmes sans tête, blanches, qui ont 15 ans, qui sont minces et qui sont souvent nues pour vendre tout et n'importe quoi. En vous écoutant, ça me fait penser forcément, enfin c'est pas que ça me fait penser, c'est logique, c'est la logique de la discrimination de manière générale. On parle de violences sexistes et sexuelles, mais on parle aussi d'homophobie, on parle aussi de racisme, on parle aussi de discrimination sociale, de mixité sociale. Comment faire justement, quand on fait une enquête comme celle-ci, Diane Richard, pour Plan International, pour pouvoir remonter ces informations et expliquer à quel point il y a urgence? Eh bien, je pense que déjà, la collecte de données, c'est extrêmement important. Enfin, c'est la première étape pour pouvoir avancer. Et en fait, des données sur ce sujet-là, on en a très, très peu, surtout en France. On a plus de données sur donc le harcèlement scolaire en général, mais comme je disais tout à l'heure, qui n'est pas forcément avec une composante genrée, ou alors dans l'enseignement supérieur. Sur ce sujet-là, vraiment, de violence à l'école, on n'a pas grand-chose. Mais en fait, la collecte de données, elle doit être de grande ampleur, faite de manière vraiment scientifique, sur le territoire national, beaucoup plus que ça, en fait. Donc ça, c'est un premier pas. Et on a voulu, plus que de produire des chiffres vraiment qui vont être réutilisés pendant longtemps, c'est de lancer un peu le sujet et d'alerter sur ça, de dire c'est un sujet important, il faudrait qu'on s'y intéresse pour qu'ensuite il y ait... les pouvoirs publics, surtout, qui ont beaucoup plus de moyens pour faire ces enquêtes-là, qui produisent vraiment des grandes données. Parce que c'est vrai que, avec un petit échantillon, c'est compliqué de faire des choses de grande ampleur, mais on espère que ça va encourager la collecte davantage de données. Je le disais, cette enquête, elle a été faite auprès de jeunes filles, jeunes femmes entre 13 et 25 ans. Est-ce que ce ne serait pas ingénieux de le faire auprès de jeunes garçons et jeunes hommes, justement, pour voir leur réaction et ce qu'ils en pensent? Bah oui, j'espère que ça sera peut-être une prochaine étape, mais évidemment, c'est forcément partial, parce que on a un échantillon avec juste des jeunes filles, on n'a pas pris en compte tout ce qui relève de l'intersection des discriminations, parce que, donc, vous parliez tout à l'heure de LGBT-phobie, par exemple, d'autres discriminations sur le handicap, du racisme, etc., c'est pas des choses isolées qui sont chacune dans leur silo. Si on est une fille et noire, par exemple, on va être encore plus discriminé que si on est juste noire ou juste une fille. Et ça, ou si on est une fille lesbienne, ça va être encore d'autres violences. Et ça, pour le prendre en compte, il faut vraiment plus de moyens et une enquête de plus grande ampleur pour... c'est pas toujours facile à comprendre, à faire la distinction entre de savoir d'où viennent les discriminations. Donc il y a encore énormément de choses à creuser. Énormément de choses, mais en tout cas, le plateau est à vous. Prochaine enquête, si vous la faites sur les jeunes garçons, ce sera intéressant de voir leur regard, parce que je suis sûre qu'en fait, on peut avoir plus d'espoir que l'on imagine, finalement, sur cette jeune génération. Quand même, dites-moi oui. Alors, j'ai bien peur que non. Lundi dernier, le Haut Conseil à l'égalité homme-femme a sorti son rapport et eux interrogent séparément filles et garçons. Et il y a une énorme montée du masculinisme, particulièrement sur les jeunes générations, en fait. Et c'est ça qui est très grave. On a tendance justement à se dire cette jeune génération sur l'écologie, sur le féminisme va nous sauver. Elle est plus ouverte à tout ça. Et en fait, non, il y a vraiment un retour de bâton. Et il faut les éduquer aussi, ces jeunes, parce que il y a encore du boulot. Et c'est très polarisé. Si je peux juste rajouter une seconde, oui. C'est très polarisé. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont beaucoup plus sensibilisées, beaucoup plus féministes, mais dans l'autre sens, il y en a aussi qui reviennent beaucoup plus en arrière, donc c'est mitigé. Oui, à l'image de la société, en fait, très extrême. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau, tous les deux. Diane Richard, je rappelle que vous êtes porte-parole de l'ONG Plan International France, et Oriane Duménil, cofondatrice de Pépites Sexistes. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. On marque une courte pause, on se retrouve. De
De retour dans le grand JT d'éducation. Alors 60% des lycéens se sentent perdus dans leur orientation et un tiers d'entre eux auraient fait un autre choix d'orientation, sauf peut-être s'ils avaient connu l'application MyFuture avant. Peut-être. On est ravis d'en parler avec Thomas Ferré. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Mais je suis ravie. Vous êtes responsable des relations avec les établissements scolaires chez MyFuture, justement, cette application dont je parle, et qui est faite pour les 14-24 ans. Choisir son orientation est une étape complexe, on le sait, autant pour finalement les étudiants que pour les parents, parce que c'est un casse-tête pour tout le monde, savoir évidemment ce qu'on a envie de faire plus tard, la fameuse phrase, même nous déjà à notre âge, on ne sait pas. Alors encore plus jeune, c'est compliqué. Il y a tellement de possibilités et donc c'est souvent source d'anxiété. Alors j'aimerais savoir comment la plateforme justement MyFuture permet d'accompagner au mieux ces jeunes et peut-être leur famille vers leur orientation. Alors très clairement, nous on a conçu 2 outils en fait pour aider les élèves, les accompagner dans tous ces premiers contacts avec le monde professionnel. Le premier, c'est donc une plateforme de recherche de stages où les élèves peuvent s'inscrire, rechercher des stages selon les secteurs qui les intéressent. Sachant qu'il y a les stages maintenant, effectivement, en 4e, en 3e, en seconde, c'est des stages très très courts, une semaine ou 2 semaines. Alors il y a les stages de découverte qui sont surtout en 3e. Et puis récemment, évidemment, les stages de seconde qui ont été annoncés pour le mois de juin, de 2 semaines, ceux-là, ce sont aussi des stages de découverte. Mais on attend d'en savoir plus sur le déroulé exact. Donc il y a une première possibilité sur les stages et une seconde sur cette plateforme. Oui, pardon, sur la Web TV, une Web TV de découverte des métiers, où plus de 5 heures par semaine, toutes les semaines. Voilà, on fait intervenir des professionnels de secteurs variés, de métiers très variés, pour nous raconter leur métier, nous expliquer leur parcours, les bons, les mauvais côtés de chaque métier, parce qu'il y en a toujours, et voilà, aider ainsi les élèves à se faire une idée concrète du monde professionnel. Alors à l'école, on est censé, les élèves sont censés avoir des conseillers d'orientation normalement qui sont disponibles. Tout à fait, les psy-EN maintenant on dit. Voilà, exactement, les psy-EN. Non, vous avez raison. Et donc du coup, on se dit ça va, ils vont pouvoir rentrer en relation avec eux, discuter, échanger. Sauf que souvent ils n'ont pas le temps, souvent ils n'en sont pas assez présents, il n'y en a pas assez malheureusement pour tout le monde. Et puis ça prend du temps finalement de pouvoir savoir ce que l'on a envie de faire, savoir quelles études. Parce que par exemple, si on veut devenir médecin, a priori on a quelques études qui sont assez classiques. Mais bon, si on veut faire par exemple du commerce qui est extrêmement large, là il y a 1000 possibilités. Et dans ces 1000 possibilités, MyFuture aussi intervient pour ce type de situation. Est-ce que c'est une nécessité d'autant plus supplémentaire justement quand on voit le manque de temps qu'ont les conseillers d'orientation dans les établissements ? Oui, tout à fait. Et puis de toute façon, ça commence par l'information. Les psy-EN, ils sont très utiles, évidemment, pour faire des tests de personnalité, vraiment comprendre chez chaque élève ce qui va les intéresser et leur donner des indications. Mais il faut aussi que les élèves puissent, avant ça, s'ouvrir le champ des possibles. Et ça commence par connaître plusieurs métiers différents. Je crois qu'à la fin du collège et du lycée, aujourd'hui, en moyenne, les élèves connaissent à peine une dizaine de métiers différents. En fonction de ce qui les intéresse ? Non, en général. Dans l'absolu ? Oui, tout à fait. Ah oui, c'est restreint. Donc voilà, nous, notre travail, c'est vraiment de les aider à découvrir plein d'autres métiers, se faire des idées, trouver des pistes en fait, de réflexion, pour ensuite venir un petit peu plus armés auprès des psy-EN et avancer dans leur orientation. D'accord, donc découvrir des métiers, effectivement, les bons et les mauvais côtés, réellement comment on y parvient, j'imagine aussi les études qu'il faut faire pour y accéder. Et tout ça, ça se fait aussi avec des échanges avec quelqu'un de la plateforme après ? Alors non, parce qu'en fait finalement, évidemment on peut les aider, mais on n'est pas nous dans un accompagnement personnalisé. On a plus de 70 000 élèves qui ont un compte actif sur la plateforme, donc vous vous doutez bien qu'on ne peut pas avoir un accompagnement personnalisé envers chacun. Néanmoins, on a plein de ressources évidemment sur notre blog, sur le site internet. Des échanges qui peuvent se faire par chat ou je sais pas, ou les échanges avec les personnalités. On a effectivement une fonctionnalité de chat comme ça pour répondre aux demandes les plus urgentes, mais sur cette plateforme, les élèves sont vraiment en autonomie. C'est une plateforme qui a été conçue avec eux, donc ils peuvent tout à fait se créer un compte tout seul et puis commencer à rechercher et envoyer des candidatures. On a plus de 15 000 candidatures qui ont été envoyées depuis septembre. Ah oui, donc c'est énorme. 65% des jeunes de milieux modestes limitent leurs ambitions. Est-ce que justement, vous avez un moyen de leur donner confiance en eux par le biais de MyFuture ?
La Web TV sert vraiment à ça. En effet, on essaye de faire participer le plus possible d'intervenants de professionnels sur notamment des métiers scientifiques ou techniques, parce qu'il y a beaucoup d'autocensure, notamment chez les jeunes femmes, sur ce type de secteur et de métier. Donc voilà, on fait vraiment tout le temps passer le message qu'il faut éviter l'autocensure, que ces métiers, ces secteurs sont faits pour tout le monde. Et notamment Donc vous pour les aussi, jeunes vous femmes, relevez qu'il y a évidemment. des stéréotypes de genre, encore une fois, même dans l'orientation? J'en ai bien peur, oui, tout à fait, mais voilà, il faut lutter contre et c'est ce qu'on fait chaque jour. Gommer ces inégalités, donc on le disait, d'inégalités de genre, en tout cas de stéréotypes de genre, inégalités en fonction de là où on vient, pour avoir les mêmes chances de réussite. C'est aussi un engagement que prennent ceux qui sont sur votre plateforme et qui racontent justement leur métier, la manière dont ils sont arrivés. Oui, alors nous, ça va plutôt se jouer aussi sur les établissements qu'on va essayer de mobiliser en priorité. Les établissements qui sont situés dans des quartiers politiques de la ville notamment, et puis les établissements qui sont en milieu rural. Là, évidemment, c'est des lieux où les élèves peuvent avoir plus de blocage dans leur orientation que des lycées de centre-ville où effectivement le contexte socio-économique est plus favorable à la découverte des métiers et à trouver des stages facilement. Il y a aussi, dans ces lieux, beaucoup d'élèves qui n'ont pas forcément de réseau. On sait que les stages de 3e en particulier, et puis là, effectivement, les stages de seconde, la question va se poser de la même manière. C'est souvent les parents qui aident à trouver des stages, qui les font venir dans leur entreprise. Pour les élèves qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas cette chance-là, notre plateforme propose une solution qui est assez efficace. Je dirais. Et aussi peut-être l'occasion d'aider tous ceux qui en ont davantage besoin, c'est-à-dire que les associations, toutes les collectivités qui aident les autres pour proposer des stages justement dans des milieux par exemple d'inclusion pour tous les enfants qui sont en situation de handicap, ou alors tout simplement pour pouvoir pousser ces jeunes qui doivent faire des stages de 3e, seconde à aller vers ces associations, tous ces milieux-là. Oui, oui, tout à fait. Nous, on leur donne beaucoup d'informations là-dessus. Oui, des liens qui peuvent se créer. Exactement, tout à fait. Oui. Les fameux PSYEN, donc conseil d'orientation pour ceux qui ont décroché sur le terme, pour tous ceux qui aident. Pourquoi, selon vous, ne sont-ils pas suffisamment nombreux dans les établissements scolaires? Alors ça, c'est pas à moi de me prononcer sur les moyens. Mais en tout cas, vous pensez qu'il n'y a pas suffisamment de moyens mis en place dans les établissements scolaires publics et peut-être privés sous contrat pour justement favoriser à la fois l'inclusion de manière générale, mais l'orientation de tous les enfants? Il suffit d'écouter les enseignants et puis les revendications qui sont faites pour se faire une petite idée. Mais là encore, moi je ne suis pas enseignant, on n'est pas enseignant, on aide autant qu'on peut, on accompagne autant que possible. Mais, Alors sur la Web TV en question de la plateforme, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver, donc comme je vous le disais, 5 heures par semaine, des interventions, donc ce qu'on appelle des live métiers, c'est-à-dire des visioconférences qui sont en direct et pendant lesquelles les élèves peuvent poser des questions au professionnel qui va répondre en direct. On a aussi des reportages vidéo, donc là on fait vraiment des images au cœur des entreprises, dans les bureaux, dans les usines, dans les ateliers. Donc ça donne vraiment des images concrètes du monde du travail, du monde professionnel et on a aussi quelques ateliers pour se faire une initiation à l'orientation et à la découverte des métiers. Voilà, et c'est quelque chose qui est évidemment gratuit pour tous les établissements scolaires, pour les enseignants qui peuvent se connecter très facilement depuis leur classe. Les élèves peuvent aussi se connecter en autonomie depuis chez eux s'ils sont équipés d'un poste informatique. Voilà pour l'appli MyFuture, vous savez tout. Merci beaucoup Thomas Ferré d'avoir été avec nous. Vous êtes responsable des relations avec les établissements scolaires du coup, chez MyFuture. Et donc c'est pour les 14-24 à peu près, c'est ça? Exactement. Même si on a 12 ans, on peut y aller ou pas? Bien sûr, et puis si on a 25 ou 60, on peut aussi. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On va retrouver tout de suite Guillaume Buan pour sa chronique. Guillaume, comme tous les vendredis, c'est l'agenda du week-end. Et pour débuter, direction Angoulême pour la 51e édition du Festival de la bande dessinée. Et à cette occasion, 5 quartiers éphémères vous attendent dans la ville. Le Monde des Bulles, par exemple, place du Champ de Mars, où vous pourrez retrouver les plus grandes maisons d'édition françaises et belges de la bande dessinée, ainsi que les comics. Le Nouveau Monde, place New York cette fois-ci. C'est le rendez-vous de la bande dessinée alternative et indépendante. De nombreux éditeurs et éditrices étrangers seront également présents.
Manga City, au quartier de la Gare, quartier jeunesse également avec les lecteurs et les lectrices de moins de 18 ans, et puis place du 9e art, qui est le repère des collectionneurs qui souhaitent avoir une pépite, une salle de vente éphémère, des expositions originales également vous y attendent, et des boutiques. Profitez donc de 9 expositions. Il y en a une pour Riyad Sattouf notamment, lui qui a vendu plus de 3 millions d'exemplaires de son œuvre L'Arabe du futur. L'auteur est toujours intimidé. D'ailleurs, au moment de parler de cette exposition, écoutez, c'était sur France Info hier. J'ai 45 ans, j'ai l'impression d'être encore tout jeune, je suis un petit bébé et donc je n'ai pas la sensation d'avoir terminé quelque chose ou qui mérite une rétrospective. Et c'est vrai que le Grand Prix bénéficie chaque année d'une exposition sur son travail qui est un petit peu une sorte de rétrospective, etc. Et moi c'est vrai que j'ai absolument pas voulu, entre guillemets, d'une rétrospective, je voulais que ce soit une exposition autour de l'Arabe du futur qui est ma bande dessinée qui a eu le plus de lecteurs. Et dans cette exposition sur Riyad Sattouf, vous allez découvrir un petit peu sa chambre, notamment les affiches de Top Gun, le groupe Scorpion, il était fan, des documents sérieux, également avec sa double culture sur l'histoire, notamment de ses origines, et puis l'Arabe du futur qui est traduit en 23 langues. Festival qui vous accueille jusqu'à dimanche, prix du billet 23 €. Alors si vous êtes de passage ce week-end dans la capitale, donc à Paris, arrêtez-vous au musée de l'Homme. Et demain et dimanche, musique, bonne humeur vont vous y attendre pour découvrir ou redécouvrir en famille l'exposition Préhistomania. Au programme, bande dessinée, livres, également gravure, peinture, grotte, biographie. Tous les documentalistes vont répondre à vos questions. Vous allez avoir des visites commentées, des ateliers sonores, des ateliers aussi pour peindre à la préhistoire. Ça, c'est une très belle chose à faire aussi. Rencontre avec des artistes, avec des médiateurs pour découvrir les outils, les techniques de l'époque, et puis des concerts. Le programme est relativement équivalent pour ce dimanche. Comptez 13 € l'entrée pour le plein tarif, sinon 10 €. On va rester dans l'ère du Jurassique à Rennes ce week-end, découvrir l'exposition L'univers des dinosaures. C'est une exposition qui fait le tour de France et on vous la conseille, elle s'enrichit chaque année avec les nouvelles animations et nouvelles technologies également. Vous allez admirer 30 répliques grandeur nature et robotisées allant jusqu'à 6 mètres de haut et 10 mètres de long de ces dinosaures. Fouilles archéologiques, réalité virtuelle, dispositif interactif qui vous promet de plonger dans la grande et passionnante épopée des dinosaures. Alors sachez qu'il y aura un quiz qui vous sera remis là aussi avec quelques pièges. Il faudra répondre au fil de la visite pour gagner votre diplôme du petit paléontologue. Cet univers des dinosaures est donc à découvrir à Rennes. Le prix d'entrée c'est 10 €, c'est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Et pour terminer, on vous emmène au centre Pompidou de Metz, dernier jour pour assister à l'exposition Lumigraphe. Oui, le centre Pompidou de Metz, c'est la première expérience de décentralisation en fait d'un établissement public culturel national. Le centre Pompidou est à Paris, là il est à Metz. C'est en partenariat avec la collectivité locale. Le centre Pompidou, qui est un centre d'art dédié à l'art moderne, contemporain, qui présente des expositions temporaires et une programmation de spectacles vivants. Lumigraphe, qui est constitué d'un ensemble de modules gravés, découpés dans du plexiglas transparent, entre puzzles, engrenages, des éléments qui vous permettent une infinité de combinaisons à partir desquelles le public peut expérimenter la superposition, la répétition, la rotation, la lumière. Bref, c'est une très belle expo là aussi. C'est ce week-end entre 11h et 15h, prix d'entrée 7 €. Et vous irez à laquelle des expos, vous, alors, ce week-end ? J'aimerais bien faire celle du musée de l'Homme, notamment à Paris. Oui. Ah oui, c'est plus près. Oui, déjà c'est plus près, j'avoue que ça m'attire plus. Merci Guillaume. On va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier et cette semaine, elle reçoit le chanteur Malo. Si tu le veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission qui est totalement consacrée à l'éducation. Ok. Donc toi, tu as la particularité d'avoir connu les deux écoles, Ouais. Française, australienne. J'ai l'impression de ce que tu semblais nous dire que tu as préféré la méthode australienne. Un petit peu, oui. Qu'est-ce que la France devrait puiser de l'Australie ?
En fait, il y a quelque chose que je trouvais formidable en Australie, c'est que, arrivé en seconde, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ça y est, il est sorti. C'est le côté où on choisit ses matières, on sélectionne ses matières et on fait son bac en fonction des matières qu'on sélectionne. Par exemple, si on se rend compte que les mathématiques, c'est pas forcément notre fort, on peut arrêter les mathématiques et prendre une autre matière à la place. Donc moi, j'avais arrêté les maths parce que c'était pas vraiment ce qui me passionnait. Quand même, je voulais être pilote de ligne et les maths, c'est important. À ce moment-là de ma vie, c'était pas quelque chose qui me passionnait. Donc j'ai préféré prendre d'autres matières comme, par exemple, pour faire des cours de business class, ou société et culture, qui était l'équivalent de la philo, je crois. Ça évolue maintenant en France, la possibilité de davantage choisir. Ah ouais? Oui, son baccalauréat. Mais toi, c'est une époque où tu avais que... C'est une époque, voilà, c'est ça, où on n'avait pas cette possibilité-là, en tout cas en France. Et en Australie, vraiment, on pouvait composer son emploi du temps aussi, donc ça, je trouvais ça super. Ouais. Tu et pouvais les décider quand tu travaillais. les cours, c'était de 10h à 15h max, quoi. Oui, pas les grosses journées. Voilà, on était encouragé à être autonome, à faire son travail chez soi. Et c'était bien parce qu'on devenait responsable de son travail, en fait, et je trouvais ça très chouette. Comment tu vois l'école de demain, toi? En France, Oui. plus libre, je pense. On le voit, j'ai l'impression qu'il y a des écoles particulières qui s'ouvrent où justement on récupère une plus grande liberté, où les professeurs ont une plus grande liberté aussi sur la manière de communiquer leur savoir. Je pense que ça va changer, mais ouais, je ne saurais pas concrètement dire comment. C'est vrai que l'école française, je l'ai lâchée il y a longtemps. Donc moi, tel que je l'ai connue, c'était, il y avait des choses qui étaient moins passionnantes, encore une fois, que la manière d'apprendre en Australie, qui était très friendly, qui était très portée sur la bienveillance. Alors je ne dis pas que les professeurs français ne sont pas bienveillants, attention. Hein. Non, mais c'est par de distance. Mais il y a une certaine distance, il y a une posture. Mais j'ai quand même rencontré des professeurs en France qui étaient incroyables, notamment une professeure d'anglais que j'avais au collège. Qui était... Bah oui, et puis toi, c'était nécessaire après. Oui, c'est vrai finalement. Et grâce à... D'ailleurs, ça m'a aidé, parce qu'en arrivant en Australie, j'avais au moins ces bases-là. Mais... Est-ce que tu penses que dans l'école en France, il faudrait qu'il y ait plus de musique? Plus de musique et plus... Oui, sans doute plus de choses consacrées à l'art, parce que l'art, finalement, ça fait du bien aussi. Ça se permet de souffler un peu sur tout ça, tout ce qui est... par exemple, la photographie, on pourrait intégrer des classes de photographie. Il y avait ça en Australie. Moi, je n'ai pas fait ces classes-là, mais tu pouvais prendre une classe de photographie ou de théâtre ou d'art plastique, mais avancé, en fait. Et ce n'était pas juste 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine dans l'emploi du temps, quoi. Ça donc pouvait vraiment être plus d'art. Plus d'art. Mais après, parce que ça me passionne aussi, hein, mais ça, le pouvoir composer son emploi du temps, je trouve ça assez fou quand on est en seconde, parce qu'on commence à être un peu grand et on a envie un peu de commencer à faire ce qu'on veut, quoi. C'est parfait pour nous. Déjà la fin de l'émission. C'était un plaisir, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. Merci Malika, on se retrouve lundi. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Cette idée de on va rééduquer les gens, c'est complètement en 41 quand le c'est camp... complètement abandonné, ça va être d'ailleurs assez rapidement tout, abandonné. Voilà. On va plutôt s'intéresser à avoir de la main-d'œuvre à disposition, main-d'œuvre gratuite, et c'est pour ça notamment que au-delà des opposants politiques, rapidement, on va aussi enfermer ce que les nazis ont appelé des asociaux, des droits communs, des homosexuels. Et chacun a son insigne. Et chacun est repéré. Distingue. Ça fait partie aussi de cette évolution où finalement le camp s'organise, se rationalise et effectivement les Allemands qui sont très tatillons administratifs créent des distinctions en fonction des catégories avec des triangles de couleurs différentes. Cette déshumanisation du détenu, elle se joue à la seconde de son arrivée au camp. Elle a peut-être même un peu commencé dans le transport, en tout cas dès le moment où elle arrive. Tout à fait. Le déporté perd son identité, il devient un Stück, un morceau. Il porte un numéro, une couleur, on le déshabille, on le rase complètement, intégralement, on lui donne d'autres habits, on lui apprend
à se contrôler dans le camp, à apprendre son numéro par cœur en allemand. Tout est fait pour le déstabiliser, pour lui faire perdre son identité et pour éviter effectivement qu'il se révolte. Et c'est aussi pour ça qu'on a une mixité des nationalités dans tous ces camps. Le Struthof, il y avait 31 nationalités. Ce n'était pas un camp pour les Français ou pour les Alsaciens ou pour les Mosellans, puisque ce sont les Polonais et les Soviétiques qui étaient les contingents les plus importants. Et donc cette division finalement pour régner, c'est le quotidien, avec effectivement des déportés qui ont aussi des responsabilités supplémentaires. Voilà, comble de la perversité. Les détenus, certains détenus sont mis à contribution pour maintenir l'ordre, les capots. Oui, c'est la perversité et le management, si on prenait des termes modernes, ou les ressources humaines qui sont exploitées de façon très vicieuse par les SS, c'est-à-dire effectivement, ils donnent des responsabilités à certains et en échange, en contrepartie, ces capots reçoivent un certain nombre d'avantages. Qu'est-ce que ce fonds Femmes et Avenir ? Alors, c'est une œuvre philanthropique qui a été initiée en février 2021 pour faire de la monoparentalité une grande cause nationale. Pourquoi ? Alors, le pourquoi, on est parti d'un constat qui est difficile et qui est partagé aujourd'hui, c'est que 30% des familles en France sont monoparentales. 85% de ces familles sont gérées, assurées par les femmes. On a 4,7 millions d'enfants qui sont élevés principalement par ces femmes. Près de 5 millions d'enfants. De petits Français. Voilà, de petits Français, dont 41% de petits Français vivent dans la pauvreté. Et en fait, face à ce constat, nous ne pouvons pas rester silencieux ou observateurs. Nous avons décidé, je ne suis pas la seule, je suis entourée par 50 cadres dirigeants, des personnes qui sont actives, des personnes qui ont une influence. Nous avons décidé en février 2021 de créer la première œuvre philanthropique pour traiter collectivement pouvoir public, employeurs, influenceurs, journalistes, mais aussi citoyens, pour agir, faire expliquer ou sensibiliser à tous les professionnels, mais aussi à l'opinion publique, l'ampleur de ce phénomène, qui ne concerne pas uniquement les personnes pauvres ou les quartiers défavorisés. Ça concerne tout le monde. Quelles sont les grandes lignes, l'objectif peut-être principal de cette semaine, nouvelle semaine de sensibilisation des jeunes femmes et entrepreneuriats ? Eh bien, en fait, il y a 12 ans, très peu de femmes intervenaient auprès des classes, auprès des jeunes. Et donc, les jeunes disaient aux hommes, on ne sait pas si... Enfin, les jeunes filles se disaient, est-ce que vraiment c'est pour moi ? Et les femmes se disaient, mais est-ce que moi j'ai la légitimité d'aller auprès des jeunes pour parler de mon parcours ? C'est toujours le sujet. Voilà, c'était le sujet. Et du coup, cette action a été lancée pour démystifier ça et permettre aux femmes de se sentir légitimes d'aller parler de leur parcours et des jeunes filles de se dire, ouais, pourquoi pas moi ? Alors, vous vous adressez justement à ces jeunes de 13 à 25 ans. Votre objectif est de booster l'ambition de ces jeunes filles notamment. Depuis la première semaine de sensibilisation en 2013, combien de jeunes ont été touchés par vos compagnes ? Alors, beaucoup sur toutes les femmes. On a eu, je crois, 500 000 jeunes sensibilisés par des femmes depuis l'origine de l'association. Donc c'est beaucoup. En tout, c'est 850 000 jeunes qu'on touche parce que l'association a fait des interventions toute l'année avec des hommes et des femmes qui interviennent. Et du coup, depuis 16 ans, c'est 850 000 jeunes qui ont été sensibilisés. Et cette année scolaire, on enregistre déjà pratiquement 110 000 jeunes et donc 35 ou 40 000 qui vont être sensibilisés par des femmes. C'est un épisode qu'on n'a pas beaucoup étudié, moi je trouve, en tout cas à l'école, c'est que l'extermination s'accélère à mesure que la guerre se perd par les Allemands. C'est-à-dire que ce qui est incroyable, c'est que jusqu'au dernier moment, les Allemands, les nazis font leur boulot, c'est-à-dire qu'ils éliminent jusqu'au dernier moment, et ils décident d'emmener avec eux, ils reculent, d'emmener avec eux tous ces déportés. Ce qui fait que, effectivement, par exemple, à Majdanek, qui est le premier à l'est de ces camps qui est découvert, il ne reste plus que 800 personnes
800 déportés, tout le monde a été emmené, sauf ceux qui sont malades et que l'on ne peut pas bouger. Et Primo dans Levi, tout le monde, des milliers, des dizaines de milliers meurent sur les routes. et des milliers, parce que ce sont des conditions absolument horribles, d'épuisement, ou sont exécutés quand elles n'arrivent plus à marcher. Ouais. Il y a un taux de mortalité absolument incroyable, mais c'est vrai que c'est une période qu'on connaît beaucoup moins. Est-ce qu'on sait pourquoi ces femmes elles sont plus exposées, justement? Les femmes qui vivent en monoparentalité? Oui, les mamans solo. Elles sont plus exposées parce que déjà, c'est un fait, Angélique est là pour en témoigner, c'est qu'on n'en parle pas assez, du moins sur la partie employeur. Elles sont exposées parce qu'elles n'osent pas en fait se montrer différentes, elles veulent absolument rester et garder leur emploi, moi je l'ai vécu. Et donc on veut tellement être dans un moule qu'on n'est plus exposé parce qu'on se privilégie plus et donc on délaisse aussi nos enfants parce qu'on a tendance à privilégier notre emploi parce qu'on veut absolument le garder, on se met à fond dans notre emploi. Mais c'est ce que j'ai vécu et c'est les femmes que j'accompagne aujourd'hui. On se met à fond dans notre travail jusqu'à en oublier notre santé mentale. Et donc, là, en termes de charge mentale, j'imagine que exactement. La précarité, elle est plus que doublée en fait quand on est maman solo. Exactement. Et pour compléter, je dirais, c'est culturel. C'est question de mentalité. Et ça veut dire les femmes, lorsqu'elles prennent la charge du foyer, malheureusement, à part les 15% des hommes qui sont engagés financièrement et aussi engagés dans l'éducation des enfants, on a quand même 95% de démissions. C'est ça, l'enjeu est là. Le premier facteur qui explique cette précarité générale, malheureusement, elle est culturelle. C'est dans la démission du père. Il n'y a pas de coparentalité responsable. Aujourd'hui, les femmes ne sont en effet que 24% à travailler dans le secteur du numérique, 11% à occuper des postes à responsabilité, tandis que les filières dédiées au numérique sont occupées à quand même 80% par des hommes, selon les chiffres de la grande campagne de la Journée de la femme digitale 2120. La parité n'attend pas. On manque justement de ces rôles modèles. Aujourd'hui, est-ce que le sujet, c'est plus de convaincre les jeunes filles que oui, elles peuvent devenir entrepreneurs, ou de convaincre les femmes dirigeantes de venir avec vous? Je pense que les deux. Après, les femmes dirigeantes, maintenant, je pense qu'elles ont pris le pli et elles viennent de plus en plus parler de leur parcours. Les réseaux sociaux le permettent aujourd'hui. Et de plus en plus de réseaux d'entrepreneurs féminins se constituent. Et nous, c'est vraiment avec eux qu'on travaille au quotidien. Quand je parle des mampreneurs, des premières, des femmes de numérique, enfin voilà, Elles bougent, Bouge ta boîte, Femmes des territoires, tout ça, c'est des réseaux qui se mobilisent au quotidien pour accompagner ces femmes. Parce qu'on sait, l'entrepreneuriat, il faut être accompagné. Oui. C'est important. Et les femmes ont besoin également d'être accompagnées. Et elles se sentent des fois mieux quand elles sont accompagnées entre elles. Après, chacun fait comme il souhaite. Ça ne peut qu'aider. Voilà. Mais du coup, nous, on s'associe à tous ces réseaux d'entrepreneurs pour que, même les femmes chefs d'entreprise, pour montrer qu'elles ont c'est un réseau de femmes qui emploie beaucoup de salariés. Donc, pour montrer aussi que les femmes, elles peuvent aussi être employées. Elles peuvent employer des salariés et pas juste créer leur propre emploi. Parce que c'est bien aussi de montrer ces rôles modèles qui ont créé des vraies entreprises avec un nombre de salariés important et avec des responsabilités. Donc voilà, tous ces panels, c'est important. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup Guillaume pour l'agenda du week-end. J'ai tout noté. Je sais que vous serez à Paris pour les fans de Guillaume Buan. Il sera donc à l'exposition du Musée de l'Homme à Paris ce week-end, sachez-le. Pour tous les autres, vous avez tout noté évidemment. Merci à toute l'équipe de Scoop TV, en particulier à la régie aujourd'hui. C'est la réalisation, c'était Alice Pitavi. Le son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Le maquillage, Laure Audemont. Et Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Canal 217 sur les box Orange, Canal 247 sur les Freebox et SchoolTV.com pour voir et revoir toutes les émissions. Ciao.